Ne regardez cette vidéo que si vous êtes haut potentiel. Sinon, les concepts qu'on va aborder dedans ou les ressentis, vous ne les comprendrez pas. Vous allez vous dire, mais de quoi ça parle? Pourquoi est-ce qu'il parle de ce genre de choses? Je ne comprends absolument rien. Il faut être haut potentiel pour mettre du sens sur ce que je vais dire par la suite. Donc, premièrement, être haut potentiel. Deuxièmement, cette vidéo s'adresse aux hauts potentiels qui ont été victimes d'une personne qui est perverse narcissique. Parce que malheureusement, ces gens-là, on les attire. Et plus on est haut potentiel, plus on va attirer des pervers narcissiques, malheureusement. On va parler de tout ceci aujourd'hui et surtout de voir comment est-ce qu'on peut s'en remettre par la suite. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Il y a aussi un lien pour me contacter, pour prendre rendez-vous, qui est juste en dessous. Être haut potentiel, c'est un don, qui peut aussi devenir une malédiction, parfois. Génial, t'es haut potentiel, tu penses vite, t'as 1000 idées à la seconde, tu peux changer 1000 fois de carrière dans une seule vie, tu peux t'adapter à tout le monde, tu cherches à tout comprendre, t'es curieux. Et malheureusement, ça peut venir aussi avec des choses qui sont un peu plus négatives. On en parle dans quelques instants. Par exemple, être haut potentiel rime souvent avec être dépendant affectif. C'est dans notre nature. Alors on peut travailler dessus pour l'être un petit peu moins, mais globalement on sera toujours un petit peu. Être au potentiel, c'est souvent vouloir le bien, c'est réfléchir, aider les autres, proposer 1000 solutions pour trouver des réponses. Et quand tu as une personne qui est toxique en face de toi, tu dis mais c'est pas grave, on va trouver une solution pour aller mieux, pour faire que tout s'arrange. Parce que tu es plein de bonne volonté, tu es plein de gentillesse et tu as plein d'idées pour arranger des choses. Et dans ta tête, tout peut s'arranger. Tu peux aussi parfois, avec ton intelligence, rationaliser ce qui se passe. On s'engueule, il n'a pas l'air heureux, il me traite de tous les noms, mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas en forme. Ou peut-être parce qu'il y a un truc dans son enfance. Donc tu cherches toujours des explications à tout, en pensant que finalement, tout le monde est gentil autour de toi. Il suffit juste d'aider et de proposer des réponses pour que tout s'arrange. Ton cerveau pense vite, et malheureusement, parfois il pense mal aussi. On a ce qui s'appelle des pyramides d'idées. En gros, tu as une idée qui vont mener à 10 autres idées, qui vont mener elles-mêmes à 10 idées, etc. Ça fait une pyramide de pensée gigantesque. Ça bouillonne dans ton cerveau. Tout d'un coup, tu es fatigué. Toute cette pyramide va venir s'écraser au sol. Et puis, ça repart. Sauf que si jamais tu n'es pas avec la bonne personne au moment où tu recommences ces pyramides mentales d'idées, ça peut créer des mauvaises pyramides, des pyramides noires. En gros, tu es entouré par quelqu'un qui est toxique et tes pensées vont devenir noires ou sombres, où tu auras du mal à être aussi créatif que ce que tu étais avant. Imaginons que ton cerveau, ce soit un moteur de Formule 1, qui cartonne, qui va très très vite. Qu'est-ce qui se passerait si cette Formule 1, on la mettait sur un terrain de montagne, ou sur des graviers, ou dans la boue, ou sur un rallye au Paris-Dakar? Le machin ne marcherait pas. T'as beau avoir un bon cerveau, si t'es pas dans l'environnement adapté, ça peut être la catastrophe. Surtout qu'on a vu qu'on était capable de trouver 1000 solutions à un problème. Mais quand tu es face à une personne qui veut t'embrouiller, qui veut juste te faire chercher pour rien, qui te fait tourner en rond, qui invente des problèmes, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau va s'emballer, tu vas tourner dans le vide. Tu n'arriveras pas à trouver la solution à son problème parce qu'en réalité, son problème, il est imaginaire. Il veut juste te faire tourner en bourrique. Alors, est-ce que c'est de ta faute tout ça? Finalement, tu es juste né avec un cerveau qui est un peu particulier. Il y a 2,3% des gens qui sont au potentiel, seulement. C'est-à-dire que un peu moins de 98% n'est absolument pas au potentiel. Leur cerveau est totalement différent du tien. Et je pense que sur cette chaîne YouTube, une majorité de gens qui me regardent sont des gens qui sont au potentiel. Parce que je le suis aussi, et généralement on se comprend bien entre nous. On a le même discours imagé, la même façon rapide de parler, de placer des idées, et c'est pour ça que, qui se ressemble, s'assemble. Quand tu arrives face à une personne qui est toxique, tu n'as pas été éduqué à ça, parce que tes parents n'étaient peut-être pas au potentiel. Il faut quelqu'un qui te ressemble pour t'éduquer, pour arriver à penser comme toi. Lorsqu'on est au potentiel, on a plein de questions quand on est enfant, et on n'a pas forcément nos réponses. Peut-être parce que déjà nos parents ne sont pas forcément au potentiel, parce que tes amis n'étaient pas non plus, et du coup, tu as passé ton temps à t'adapter à une société qui ne te ressemblait pas, avec des gens qui pensaient différemment de toi, et tu n'as pas eu ces réponses. Donc tu as cherché des réponses par toi-même, mais tu les as pas toujours trouvées, parce que il faudrait une personne qui te guide, qui soit aussi au potentiel, qui parle le même langage que toi, qui te permette d'avancer. Je vous donne 3 exemples très simples. On va faire un tout petit test ensemble. Voici 3 questions à résoudre qui ne sont pas si simples lorsqu'on est au potentiel. Je vous pose des questions. Vous voulez dîner dans un restaurant chinois, l'autre dans un restaurant italien. Qu'est-ce qu'on va choisir? Quelle sera la règle de couple qui fait qu'on va choisir plutôt l'un
ou plutôt l'autre? Je vous laisse réfléchir à cette question, je vous donne la réponse à la fin de la vidéo. Autre question un peu plus compliquée. Vous avez un ami dans votre couple qui ruine votre relation de couple. Par exemple, une meilleure amie qui finalement parfois dit beaucoup de mal de l'un ou de l'autre. Ou un meilleur ami qui t'entraîne toujours dans des mauvais endroits, dans des mauvais plans. Et finalement qui va venir créer une tension dans votre couple. Qu'est-ce qu'on fait de cet ami, si c'est un vieil ami d'enfance? Est-ce qu'il faut demander à l'autre de le supprimer de votre relation, de le dégager? Est-ce qu'on peut se permettre ça? Ou est-ce qu'il faut juste l'accepter? Comment est-ce qu'on trouve un bon compromis là-dedans? Réfléchissez, on en reparle à la fin de la vidéo. Si jamais une personne en face de toi te fait des remarques qui sont agressives, tu es en couple, l'autre est agressif. Qu'est-ce qu'on doit supporter? Qu'est-ce qu'on ne doit pas supporter? Quelle est la règle par rapport à ça? Fais-moi confiance sur une chose, en tant que haut potentiel, tu as besoin de créer tes règles pour que tout fonctionne. Tu as besoin de tout comprendre afin de savoir comment te positionner par la suite. Quand tu es face à une personne qui est toxique, ou un pervers narcissique, ou a des difficultés tout simplement dans ton couple, à prendre des décisions, à savoir quel est le vrai du faux, tu vas souvent finir par céder pour que l'autre soit heureux. Tu vas finir par tout accepter parce que tu n'arrives pas à mettre une règle simple sur ce genre de petites questions. Tu te dis, allez, par défaut, j'ai toujours été habitué en tant qu'au potentiel à m'habituer aux 98%. Encore une fois dans mon couple, je vais m'habituer à l'autre. Je vais dire qu'il a toujours raison, avec du coup la porte ouverte à tous les abus par la suite. Lorsqu'on se sent mal, quand il y a des problèmes, quand on est face à une personne toxique, le parcours classique, c'est généralement d'aller en parler à nos amis. Sauf qu'en réalité, on l'a dit, les hauts potentiels ne sont que 2,3% de la population. Et là, tu as deux cas de figure. Soit ton ami n'est pas haut potentiel, et dans ce cas-là, vous aurez du mal à vous comprendre parce que vous ne pensez pas de la même manière. Donc, il n'y aura pas une espèce de solution simple pour ton couple. Et deuxième cas de figure, ton meilleur ami est haut potentiel, mais dans ce cas-là, il est probablement tout autant perdu que toi, parce qu'il n'arrive pas à trouver ses réponses. Donc à qui que ce soit que tu poses la question, tu n'arrives pas à trouver une réponse simple à tous tes problèmes. Après, tu peux te dire, si mes amis n'ont pas les réponses, je vais voir un psychologue, comme je l'ai fait pendant très longtemps. Mais lorsqu'on est au potentiel victime d'un pervers narcissique, quel est le bon psychologue pour ça? Si jamais ton psy n'est pas au potentiel, déjà vous aurez du mal à communiquer ensemble, à échanger vos idées. Parce que tu vas voir à l'avance les questions qu'il va te poser. Tu sais déjà là où il t'emmène, et du coup, le risque, c'est pouvoir déjouer tout ceci ou finalement s'ennuyer pendant la séance. Et puis aussi, est-ce qu'il a été formé sur les questions des pervers narcissiques, ce psychologue? Pour rappel, c'est quelque chose qui est assez récent. On parle d'une science ou d'une découverte qui a 10 ans, 20 ans. Alors oui, c'est vrai que, il me semble qu'en 85 ou 87, on avait découvert ça. Rakami avait trouvé ça en France, mais après ça, en France, on l'a un peu oublié. C'est parti en Amérique, ils se sont bien développés, et c'est revenu massivement vers, allez, je dirais 2005, 2010. Donc on parle de quelque chose qui a un peu plus de 10 ans. Est-ce que ton psychologue a été diplômé il y a plus de 10 ans? Ou pas. Ça signifie que si ton psychologue a un certain âge, il n'a pas été formé dans ses études à ce genre de choses. Et s'il n'est pas un peu curieux, il n'a pas ouvert un livre, il n'a pas vu de statistiques ou tout ce qui concerne ce sujet. Donc il faut que cette personne soit psy, thérapeute, coach, que ce soit en potentiel, qu'il soit formé à fond sur les problèmes de relations toxiques pour pouvoir t'aider. Finalement, si on fait le cumul des statistiques de tout ça, t'as quoi? T'as une chance sur 100, une chance sur 1000 de trouver la bonne personne qui puisse t'aider, te faire avancer. Et ce qui arrive, qui est très fréquent, c'est que les gens finissent par abandonner. Ils ont un problème dans leur couple, ils ont tout accepté, ils se font écraser par une personne qui est perverse narcissique, ils vont voir un psychologue qui les aide pas trop, qui leur dit peut-être que le problème c'est vous finalement, on n'en sait rien, réfléchissez. Encore pire, le psychologue, lorsqu'il parle au potentiel, il va te dire « Qu'en pensez-vous » Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, comment pourrait-on faire différemment? Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que comme tu es au potentiel, tu te poses déjà 10 questions à la seconde, qui elles-mêmes entraînent 10 autres questions. Et en rajoutant des questions dans l'équation, c'est encore pire, tu es encore plus perdu par la suite. Ça signifie que ton psychologue devrait être également coach pour être un poil plus directif, pour t'apporter des réponses, t'aider à les trouver, plutôt que te laisser dans le flou total. Un haut potentiel n'a pas besoin qu'on lui pose encore plus de questions que ce qu'il ne se pose déjà, surtout lorsqu'il est en relation avec une personne qui est perverse narcissique. Ajoute à ça plusieurs autres choses accablantes pour le haut potentiel. Typiquement, on a parfois ce qui s'appelle un excès d'optimisme. Comme on est capable de résoudre plein de choses, plein de problèmes, qu'on a plein d'idées, on se dit « je vais trouver une solution, pas de souci ». Je me fais raboter la tête
par un pervers narcissique, mais je vais trouver la solution. Je sais que d'ici peu, je saurai comment faire pour arranger tout ceci. On a une espèce de confiance trop grande en nous, et parfois, on regarde une vidéo d'eux, on se dit c'est bon, j'ai tout compris, ça y est, j'ai enfin mis des règles sur tout ceci, je sais comment faire pour avancer. Et au final, si tu es au potentiel, mets-moi un commentaire par rapport à ça. Beaucoup de gens me disent « J'accepte l'idée que je serai malheureux à vie et que je ne trouverai jamais de réponse à toutes mes questions. » Parce que quand tu vas voir 5 psychologues ou 5 thérapeutes ou 5 coachs et que tu n'as pas de réponse, tu te dis que finalement le problème, c'est réellement toi là-dedans. C'est toi qui ne comprends pas. Alors, mes amis, voici ce qu'il faut pour avancer de manière correcte lorsqu'on est au potentiel et qu'on souhaite se guérir. Tout d'abord, la partie auto-formation ou auto-diagnostic, appelez ça comme vous le souhaitez. C'est regarder des vidéos, comme vous le faites, acheter des livres sur la dépendance affective, sur la perversion narcissique, sur tout ce qui vous concerne en psychologie. C'est aussi se former. J'ai mis en dessous de cette vidéo un lien vers la formation qui s'appelle « Rompre le lien traumatique suite à une relation avec une personne qui est perverse narcissique ». Et c'est aussi trouver un bon thérapeute. Alors, on en propose dans mon équipe, mais il y en a un peu partout. Il faut juste leur poser plusieurs questions. La première, c'est « Êtes-vous au potentiel ?» parce que ça ira beaucoup plus vite. Êtes-vous psychologue avec éventuellement un diplôme de coach pour que ce soit un peu plus directif? Et surtout, avez-vous été formé spécifiquement sur les relations toxiques? Par défaut, tous les thérapeutes diront « oui, bien évidemment », mais ça nécessiterait d'avoir un peu plus d'informations ou de vérifier que c'est vrai. Dans tout ton malheur, tu as un avantage. Oui, c'est vrai que tu as déjà un don. C'est génial d'être au potentiel. Tu as 1000 idées à la seconde. Tu es souvent quelqu'un qui est extrêmement créateur et tu adores aider les autres. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que un haut potentiel a la capacité de sombrer rapidement lorsqu'il est avec une personne toxique. Il a aussi la capacité à remonter très rapidement lorsqu'il est bien accompagné. Comme une Formule 1 qui reviendrait sur le bon terrain, un terrain de course qui va tout droit. Je vous ai posé 3 questions sur les règles de couple tout à l'heure. Voyons ce que vous en pensez, et au passage, j'ai hâte de lire vos réponses. Je vais vous donner mes propres réponses, mes propres règles, c'est celles que j'ai inventées pour ma propre vie. Je vous les partage, maintenant libre à vous d'utiliser mes réponses ou de trouver les vôtres. La première question, c'était sur le restaurant. Lorsque l'un veut manger chinois et l'autre italien, où est-ce qu'on va? Dans ma réponse, on fait ça 1 fois sur 2. Une fois, on va au restaurant italien ensemble, une fois au restaurant chinois. Si jamais l'un des deux ne souhaite pas y aller, je peux aller tout seul au restaurant. Ça me va très bien aussi. Là, on est plutôt simple, on est sur du 1 fois sur 2, ou alors chacun de son côté, pas de souci. Question un peu plus compliquée. Si jamais vous avez un ami de couple, une personne qui traîne dans votre entourage, que ça crée des problèmes, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous donne ma propre règle. Ma règle, c'est rien ne doit venir mettre en danger notre couple. Donc, dans ma règle, on a le droit de dire à l'autre, cette personne, je ne souhaite plus que tu la vois. Mais si je mets cette règle pour l'autre et que l'autre accepte, dans ce cas, je dois l'accepter aussi. Si on me dit, tu dois ne moins voir cette personne ou la voir sans moi ou ne pas parler de moi, dans ce cas, je dois l'accepter. Mais en tout cas, j'ai mis des règles claires sur ce genre de choses. Troisième question, c'est si l'autre est agressif. Tout d'abord, dans ma règle, qui ne concerne encore une fois que moi, si jamais l'autre est agressif, je peux le supporter. Si l'autre arrive et s'énerve, je vais faire la règle suivante, on va s'écarter, aller se promener chacun dans son coin, on revient au bout de 10 minutes et on en parle ensemble. Pourquoi est-ce que tu es énervé? Qu'est-ce qui justifie ceci? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Soit l'autre arrive à en parler, soit il n'arrive pas à en parler. Mais en tout cas, je ne veux pas de violence verbale dans mon couple, ni même avec mes relations amicales. On peut l'être de temps en temps, on a le droit de s'énerver, c'est quelque chose qui est extrêmement humain, mais après ça, on en parle et on résout la chose. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.